Ah, Allez-y. bonjour, c'est Chan de la direction technique d'AFD Tech. Donc, je suis practice manager et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir cette fois-ci pour cet épisode-là Frédéric Camuso, qui est PMO, donc Project Management Officer senior, pour nous présenter un petit peu, pour nous parler de son métier et de tout ce que ça implique en termes d'activité, en termes d'apport de valeur pour nos clients. Bonjour Tian, bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Donc, en effet, je suis PMO, donc Project Management Officer. Donc, je pense que ce qui est très important avant que je explique ce métier, c'est de comprendre les notions de gestion de projet associées, parce que dans Project Management Officer, il y a Project Management. Donc voilà, donc les principales notions d'abord pour bien comprendre ce métier, c'est la notion de gestion de projet. Elle tient la plupart du temps sur un triangle QCD, donc qualité, coût, délai. Et en fait, ça va être vraiment la chose à faire, c'est vraiment de piloter ces trois côtés du triangle. Donc, par le délai, on entend souvent planification, regarder si on est à l'heure, en retard par rapport à notre projet. On a aussi le pilotage des coûts, qui vont être globalement du pilotage budgétaire, faire des analyses un peu poussées de marge, ou faire des retours d'expérience sur des projets déjà passés. Et enfin, qualité. Alors, le chef de projet va plutôt s'orienter sur la qualité de son produit, de son service à livrer, alors qu'un PMO va plutôt travailler sur la qualité de la donnée, qualité des processus, est-ce que les processus sont bien respectés. Et à ça s'ajoute la gestion des risques. Alors, il y a d'ailleurs des métiers de PMO risque et aussi de risk manager qui sont vraiment orientés là-dessus. Mais l'aspect risque est très important aussi dans cette gestion de projet. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, on peut se demander quelle est la vraie notion de PMO. Donc PMO, c'est un gros mot en gros il faut distinguer vraiment entre la PMO, le Project Management Office, qui est un bureau en fait. Donc c'est en fait un service qui correspond, enfin un service dans une entité, dans une entreprise, avec plusieurs personnes qui travaillent dedans. Et leur travail va être plutôt de faire du référentiel de projet. Enfin, ils vont référencer d'une manière générale tous des templates associés à du suivi de projet, du suivi budgétaire, des plannings, des templates de planning, voilà, tout ce genre de choses. Donc ça se distingue du métier de la PMO. Donc là, c'est vraiment, on parle d'une personne qui réalise ce métier-là. Et donc moi, dans mes expériences passées, j'ai constaté qu'il y avait plutôt trois types de PMO métiers. Donc le PMO, d'une manière générale, lui, il est là pour faire de l'aide à la décision. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est différent du rôle du chef de projet. Donc le PMO va travailler main dans la main avec un chef de projet ou un chef de business unit, un chef voilà, de service ou chef de programme ou de portefeuille. Donc dans ces trois notions-là, donc il y a le PMO central. Donc celui-là est rattaché directement au bureau de la PMO. Donc globalement, il va faire ses travaux de référencement, de templates. Il va aider une société dans la gouvernance en ce qui concerne la gestion de projet. Le PMO projet, lui, va être vraiment travailler, comme je disais tout à l'heure, main dans la main avec un chef de projet et les équipes du projet dans toutes les notions du triangle dont j'ai parlé tout à l'heure, la qualité, les coûts, les délais. Et ensuite, le PMO portfolio, lui, va plutôt du coup se référencer à un responsable de business unit ou de programme ou de portefeuille. D'accord, donc Voilà. c'est beaucoup plus gros. J'ai oublié de préciser quand même un élément important. Donc, Frédéric a beaucoup d'expérience, il a plus de 10 ans d'expérience, et c'est principalement dans le secteur de l'aéronautique et de la défense, dont Safran. Et il détient également un certain nombre de certifications qui sont des certifications qui sont souvent très appréciées par les clients qui réclament des ressources PMO, dont notamment les certifications de type PMP, donc Project Management Professional, qui est délivré par le PMI, donc qui est un standard américain, et le Lean Six Sigma Green Belt en termes de niveau, et qui est également très demandé, surtout en milieu industriel. Donc là, tu viens déjà de nous éclairer sur la différente typologie du métier de PMO, en sachant que, effectivement, souvent, ce qui détonne, c'est qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui relève de la gestion de projet, alors que c'est des réalités qui sont très différentes selon le contexte client, puisqu'on va avoir à la fois des gens qui vont être assimilés à des espèces de contrôleurs de gestion, dans certains cas, des chefs de projet, coordinateurs transverses. On va avoir parfois des responsables de portefeuille,
et en fonction du donneur d'ordre, donc organisé de façon très différente, comme tu viens de nous le montrer sur ces slides. Alors, si on en croit justement le PMI, la PMO, c'est quand même quelque chose qui relève d'environnement ou d'un besoin en tout cas sur des contextes assez complexes et donc sur des projets écosystèmes d'une certaine taille, non? C'est ça, exactement. Alors, dans le PMI, ce qui est dit, c'est que globalement, le travail de PMO peut être exercé dans sa complétude sur des projets d'environ une centaine de personnes ou 100 millions d'euros. Moi, globalement, j'ai beaucoup travaillé sur ce type de projet. On appelle ça des projets complexes de par les différents interlocuteurs qui travaillent sur ce projet-là, les différentes choses à gérer, etc. Enfin voilà, environnement complexe. J'ai beaucoup, surtout dans l'industrie, travaillé sur des projets qui sont de type waterfall ou alors cycle en V en fait. Donc globalement, enfin pour faire court, pour rappeler ce que c'est un cycle en V, c'est on a une expression de besoin qui est donnée par un client. On réalise des études, des conceptions et on réalise la première pièce ou le premier produit, ça peut être un moteur d'avion, une centrale nucléaire, et ensuite on va y réaliser des tests pour s'assurer du coup que les choses que l'on a développées correspondent bien aux besoins qui étaient dits initialement. Donc là, on va rentrer dans une phase de test, de recettage. Donc typiquement, voilà, dans un environnement industriel, ce type de projet peut durer alors ça peut durer entre 1 an, mais aussi 10, 15 ans, 20 ans en fait. Donc c'est des projets à grosse dimension et qu'on appellera plutôt programme d'ailleurs, lorsque on dépasse un certain nombre d'années, quoi. Voilà. Oui, alors justement, ce qui est amusant, c'est que tout à l'heure, tu as cité un chiffre, 100 millions d'euros. Alors ça peut paraître énorme, hein, parce que dans l'univers de l'IT, évidemment, c'est un chiffre qui est très gros, dans l'absolu aussi. Néanmoins, il faut bien comprendre que dans l'industrie, il y a énormément de ce qu'on appelle de CAPEX, donc d'argent qui va entrer aussi en termes d'investissement dans l'outil, et que donc on est plutôt sur des dimensions qui vont de quelques centaines de millions d'euros à plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards. Donc attention, je parle pour ceux qui ont l'habitude plutôt de l'univers IT. Dans l'industrie, un projet à 100 millions, c'est plutôt un petit projet, alors qu'évidemment, dans l'IT, on est déjà très heureux quand on atteint quelques dizaines de millions d'euros. Donc si je comprends bien, ton activité, Frédéric, ça consiste d'abord, enfin, ou entre autres, à aller recueillir et structurer de la donnée pour aider au pilotage. Et compte tenu du niveau de complexité finalement des environnements dans lesquels tu évolues, je suppose que c'est un petit peu difficile de faire ça à la main. Est-ce que tu peux nous présenter, par exemple, des outils qui vont rendre ton travail plus efficace? Ouais. Alors, si on reprend le triangle de gestion de projet dont je vous ai parlé, on peut commencer déjà par la partie délai. Avec des outils de planification. Donc, c'est les premiers outils qu'on pense quand on a un PMO en face de nous. Les différents outils, je vais les présenter brièvement. En gros, j'ai travaillé avec ceux-là. Donc, le premier, c'est en bas ce que vous voyez, le Microsoft Project. Donc, celui-ci, c'est une solution directement sur le marché, disponible directement pour une personne ou une société. C'est un outil qui est le plus connu, le plus permissif voilà, une prise en main rapide. Donc ça, c'est vraiment la force de Microsoft Project. C'est vraiment facile de travailler avec ça. On a la possibilité d'ajouter des colonnes, hiérarchiser un peu les tâches comme on le désire, voilà, manier un peu la donnée comme on le veut. Pour moi, la limite de cet outil-là, c'est l'intégration de la donnée quand on a des relations entre les plannings pour montrer une information globale, macro. En fait, on va être obligé de passer par un outil tiers du type Excel qui va intégrer la donnée pour fournir derrière des indicateurs. Voilà, pour moi, c'est ça la limite. Donc, lorsqu'on est face à beaucoup de projets, ils vont peut-être me passer sur une solution un peu plus industrielle, comme Primavera, par exemple. Donc, Primavera, c'est une solution d'Oracle. Oracle a fait ses preuves dans le domaine des bases de données. Donc, celui-ci est un peu moins, a une interface un peu moins sexy. Donc voilà, mais par contre, il est beaucoup plus robuste il gère très bien les interactions entre les différents plannings. On a la possibilité d'obtenir des macros planning assez facilement. Donc voilà, donc ça c'est pour moi la force première de cet outil-là. Et ensuite, le petit dernier, c'est Planisware. Donc lui, c'est un développeur français. C'est une société basée à Montrouge, en banlieue parisienne. Donc l'interface est très sympa. Pareil, la gestion entre les différents plannings est bonne. Et la particularité de cet outil-là, c'est que en fait, il est adapté aux clients
Donc, ils vont aller fournir directement des KPI à l'intérieur de cet outil-là. Et donc, on peut aller voir des courbes en S, etc. Enfin, on en parlera peut-être plus tard. Mais déjà, cette solution est intégrée directement dans l'outil. Alors tout à l'heure, tu nous parlais de master planning. Et le master planning, oui, c'est en fait le fait que comme on est sur des environnements extrêmement complexes, ça signifie qu'il va y avoir tout un découpage qui va être fait, hein. Tout à l'heure, on l'a vu sur la slide, ce qu'on appelle le WBS, hein, le Work Breakdown Structure, qui signifie donc en français, en fait, le fait qu'on ait séquencé, découpé en petites tâches un ensemble qui au départ est beaucoup plus macroscopique et qui vont être gérés séparément et donc qui vont aussi avoir leur propre planning. Donc, quand tu parlais tout à l'heure de la logique de robustesse, c'est aussi par rapport au contrôle de la cohérence des données pour pouvoir synchroniser ça dans de bonnes conditions. Par rapport à ces gestions, enfin, pardon, à cette gestion de sources de données, on sait que, par exemple, on peut s'interfacer avec des solutions comme SAP pour une éventuelle extraction et redirection vers ce genre d'outils. Néanmoins, il y a au moins un indicateur qu'il est important de suivre qui est le minimum un petit peu vital sur de la gestion de projet en général, c'est ce qu'on appelle le chemin critique. Tu peux nous en parler un petit peu? Exactement, hein. Alors, bah, le chemin critique, c'est vrai que voilà, enfin, initialement, peut-être que c'était fait à la main. Aujourd'hui, les outils de planification permettent en fait d'obtenir directement un chemin critique. Donc, en fait, le chemin critique, pour rappel, la définition, c'est la durée la plus longue séquence de tâches à réaliser dans un projet. Et en fait, c'est ce qui définit la durée totale du projet. Donc, ça veut dire que si une tâche est amenée à décaler, à prendre du retard, le projet aura du retard. Et donc, c'est extrêmement important de bien monitorer ces tâches qui sont sur le chemin critique pour faire en sorte qu'elles ne décalent pas. Donc, potentiellement, on peut être amené à faire de la gestion des risques sur ces tâches derrière lancer des actions pour faire en sorte voilà, de bien avoir ça enfin, bien contrôler cet aspect. Et donc du coup après donc il y a d'autres alors ça c'est un premier KPI un premier indicateur en tout cas qui sort des plannings. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Donc concernant la planification, donc il faut avoir bien en tête que le travail du PMO, c'est de réussir à trouver le meilleur indicateur par rapport à un objectif qui a été fixé par un chef de projet, un chef de business unit, comme je disais en préambule, ou un responsable de département ou de service. Et donc en fait, des indicateurs, il y en a énormément à disposition sur le net, dans les bouquins, dans les différentes expériences de chaque société. Et donc comme par exemple ce qu'on voit ici, donc en passant par un tableau de bord, on peut voir qu'on peut aller afficher une courbe en S qui est une des plus connues de la gestion de projet. Donc en gros, on va afficher par rapport à un prévisionnel de livrables à réaliser, ce qu'on a réalisé dans la réalité. D'accord. L'OTD, donc l'on-time delivery, c'est juste affiché par rapport à un panel de livrables qui a réalisé sur un secteur, à hauteur de quel pourcentage on est à l'heure sur ces livrables-là. D'accord. Ensuite, il y a les avances retards associées à chaque livrable. Il y a des burn down curves qui permettent d'afficher un backlog de livrables à réaliser. Objectif, ne plus avoir de livrables à réaliser pour Oui, donc là, terminer. on suit en fonction du temps le reste à faire. Donc en fait, c'est censé diminuer au Exactement. fil du temps et on doit certainement avoir donc une superposition entre quelque chose de, on va dire, imprévisible Mm, hein, et puis la réalité. Et exactement. on mesure ces écarts. Tu as parlé de KPI, donc pour rappeler à tout le monde, KPI, hein, c'est le terme anglais, donc Key Performance Indicators, qui signifie donc indicateur clé de performance en bon français, et qui font partie des mots un petit peu à la mode en ce moment, mais qui, pour le coup, ont toujours existé en gestion de projet, même si on ne les a pas toujours appelés comme ça. Et donc, à ne pas confondre avec certains KPI qui sont des KPI métiers et qui sont plus en rapport justement avec la dimension fonctionnelle du projet. Là, on est plus sur des KPI en rapport avec du projet, donc quelque chose de beaucoup plus global, beaucoup plus macro. Exactement, ouais. Justement, tu suis des KPI projets que tu mets en forme pour l'aide à la décision. Là, on voit des exemples. Est-ce qu'il y a des critères qui sont déjà imposés d'avance, des KPI qu'on te dit de suivre comme ça? Voilà, est-ce que c'est toujours des choses imposées? Alors, selon l'environnement dans lequel va évoluer le PMO, il peut être prestataire dans une société avec un prescripteur vraiment très axé sur son secteur, ou alors il peut être mandaté par quelqu'un du COMEX, par exemple, et à ce moment-là, il aura une vision un peu plus large. D'une manière générale, il y a des indicateurs
qu'on va utiliser tout au long du process du projet. Il y en a d'autres qui peuvent être utilisés pour des tâches un peu plus particulières avec des objectifs très court terme. Et à ce moment-là, les indicateurs vont être différents. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'indicateur, d'une manière générale, est là pour suivre une donnée, pour permettre derrière, lorsqu'on voit une évolution, d'alerter et prendre derrière, investiguer, aller chercher pourquoi est-ce qu'on voit enfin, sur tel indicateur, pourquoi est-ce qu'on voit cette anomalie, et derrière aller prendre des actions pour faire en sorte d'atteindre l'objectif. Et donc voilà, donc ça c'est important de l'avoir en tête, que on peut être amené à fournir beaucoup d'indicateurs. L'idée, c'est vraiment de recentrer pour vraiment avoir un focus sur les indicateurs clés qui vont permettre d'atteindre un objectif. Et, euh, et donc voilà, bon, globalement, c'est c'est ce que j'ai à dire D'accord. là-dessus. En fait, oui, donc du coup, ça veut dire que toi aussi, tu dois parfois proposer des KPI pertinents à suivre. Alors, parce que dans le cadre de certains projets, on voit quand même que, ne serait-ce que parce que justement, c'est des gens du COMEX et autres, on ne serait pas tenté de transformer ça en simple outil de communication positive pour rassurer finalement, puisqu'on peut faire référence à ce qu'on appelle en langage d'initié les indicateurs PASTEC. Alors, pourquoi les indicateurs PASTEC d'ailleurs? Exactement. Bah alors, du coup, les indicateurs PASTEC, bon, globalement, c'est vert à l'extérieur. Et quand on va gratter un peu pour savoir pourquoi c'est vert, en fait, on se rend compte que tout est rouge. Et donc ça, clairement, ouais, c'est quelque chose auquel j'étais pas mal confronté dans mes différentes missions. Donc c'est vrai, comme tu le dis, on peut afficher des indicateurs qui sont nickel au COMEX, sauf que derrière, si on regarde bien, on se rend compte que la donnée n'est pas bonne, ou alors date enfin, potentiellement d'il y a un mois, 2 mois, 3 mois. Et ça, c'est quelque chose vraiment auquel j'ai fait face enfin, de manière assez récurrente. C'est que il peut arriver au COMEX, voilà, qu'on affiche une donnée. En fait, cette donnée est tirée d'une extraction d'il y a un mois, voire plus. Et peut-être que au moment où on a extrait la donnée, les personnes qui sont là pour mettre à jour la donnée, donc souvent les opérationnels, n'ont pas fait forcément leur travail à l'heure. Donc en fait, on se retrouve à trouver une décision, un plan d'action qui est défini sur des données d'il y a 3 mois. Et donc D'accord. ça, vraiment, c'est quelque chose qui est problématique, surtout en industrie, dans les projets complexes. Du coup, oui, alors c'est intéressant ce que tu nous dis parce que ça signifie finalement que le problème de la qualité de la donnée n'est pas juste lié à sa mise en format, mais aussi à la pertinence des indicateurs, mais aussi à leur date finalement. C'est ça. Donc, c'est ce qui peut expliquer aussi le fait qu'il y ait des armées de PMO dans certaines industries, Mm. puisque justement, on l'a dit tout à l'heure, on brasse parfois des milliards et il est relativement normal de vouloir sécuriser ces dépenses et de pouvoir les surveiller finement. Donc, je crois que chez Safran, tu avais rencontré des situations où il y avait beaucoup de gens quand même, hein, Ouais, c'est ça. Sur certains projets, on peut être amené à être 30 PMO sur un même programme. Enfin, Oui, et du coup, c'est vrai que là, enfin, les chiffres font peur. Enfin, on se dit, bah, quand même, ça fait beaucoup. Mais du coup, comme tu le dis, c'était une armée de PMO. Mais c'était nécessaire parce que si tu parlais de breakdown, World Breakdown Structure, en gros, il fallait quasiment un PMO par pan de World Breakdown Structure, quoi. oui. Donc vraiment, pour le coup, quand on associe tout ça ensemble, bah, du coup, voilà, on a besoin de toutes ces personnes pour fournir une donnée qui est juste, en fait. D'accord. Alors justement, oui, moi aussi j'ai rencontré ce phénomène, j'ai fait un petit peu, enfin j'avais fait beaucoup même de l'industrie, et j'ai pu rencontrer un petit peu des similitudes avec ce que tu dis, notamment chez Samsung Industrie Navale, puisque oui, Samsung ne fait pas que des smartphones et de l'électronique, ils font aussi, ils faisaient en tout cas beaucoup d'industrie navale sur des supertankers ou sur des porte-conteneurs. Et en fait, il y avait des fois 60 PMO sur un seul périmètre, rien que pour, alors même avec de l'automatisation, hein, tout simplement parce que il fallait automatiser, il fallait mettre à jour ces différentes données. Or, l'industrie navale, dans certains cas, en cas de tension sur les délais, était amenée des fois à produire en continu, c'est-à-dire en faisant les 3-8. Donc, ça faisait 3 équipes de 20 PMO, ce qui peut paraître énorme, mais pas tant que ça si on compte le nombre de milliards qu'il y a à suivre derrière. Donc, on voit que le métier de PMO est absolument essentiel pour gérer les flux industriels. Pour toi, quel est le principal critère d'attractivité de ce métier? Qu'est-ce qui fait que tu apprécies de faire ce métier de PMO? Alors, ben,
Moi, je trouve que j'aime beaucoup enfin, la notion de pouvoir discuter en fait à tous les niveaux RH d'une société. D'une manière générale, potentiellement, le matin, on peut avoir une réunion avec le directeur de la société, potentiellement, ou de la business unit en question. Le midi, manger avec un technicien et l'après-midi, passer son temps avec un chef de projet qui est associé à un programme. Donc, du coup, en fait, on va être amené à mieux comprendre les enjeux des métiers de chacun et du coup, mieux comprendre les objectifs fixés par la direction. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui est vraiment enfin, que j'apprécie énormément dans ce métier et qui permet au final d'avoir une copie, enfin une notion exhaustive voilà, de la gestion d'un projet dans une société. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ce point-là que j'apprécie beaucoup dans ce métier. D'accord. Parmi Euh, d'autres, hein, bien sûr, parmi d'autres, mais Oui, je pense qu'il y mm, a, il y a beaucoup d'autres mm, aspects. On ne va pas pouvoir tout passer en revue. En fait, il y a quelque chose que tu avais évoqué avec moi l'autre fois, c'était par rapport à la ventilation du temps des activités d'un PMO. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est un indicateur intéressant. ouais. Alors avant, peut-être, j'aimerais parler, là j'ai parlé des délais, j'aimerais Oui, parler des coûts peut-être oui, aussi. très bien. Il y a deux, trois KPI aussi sur les coûts qui peuvent être intéressants. Juste avant de... Hop. Donc Ah globalement oui, ici, par suivi exemple, budgétaire. ouais, c'est exactement. Donc voilà, donc si on se rappelle le triangle d'or là dont j'ai parlé au début, on a parlé des délais et ici un peu de la qualité de la donnée. Et maintenant, voilà, donc c'est l'aspect coût. Par exemple ici, ce que j'affiche, c'est un visuel d'un tableau de bord de suivi budgétaire. Donc ce qu'on voit, c'est que l'on peut comparer au quotidien des dépenses par rapport à un budget sur une temporalité définie. Donc ça peut être un an, quelques mois, 2 ans, etc. La première chose que l'on va faire avec ce type de tableau de bord, c'est afficher si on est au-dessus du budget. À ce moment-là, ça voudrait dire que on va potentiellement réduire notre marge sur un projet. Il va falloir trouver des plans d'action pour peut-être réduire des coûts. Et si on est en dessous du budget, potentiellement, ça veut dire peut-être que c'est bien, mais peut-être que du coup, c'est là où le rôle de PMO interagit. C'est qu'il va aller analyser ça et peut-être se dire qu'au final, le fait d'être en dessous du budget, c'est peut-être pas que c'est bien qu'on a dépensé moins, c'est peut-être tout simplement que le travail n'a pas été réalisé à hauteur de ce qu'on pensait faire. Et du coup, cette dépense peut être juste lissée sur quelques mois supplémentaires, voire des années supplémentaires, pour au final exploser le budget, quoi. Donc voilà, donc ce type de tableau de bord peut permettre à ça. Euh, et il peut aussi permettre de faire des analyses un peu poussées, du type de l'analyse de fournisseurs, des analyses enfin, des retours d'expérience en regardant les années passées, ce qui a été dépensé sur un programme, pour mieux pouvoir anticiper ce que l'on va faire sur un autre programme. Oui, donc ça c'est intéressant parce que Mm. finalement c'est un peu contre-intuitif quand on n'a pas l'habitude, puisque quand on regarde une courbe de suivi budgétaire et qu'on dépense moins que prévu, on aurait plutôt instinctivement tendance à se réjouir, alors qu'en réalité, à l'échelle d'un projet sur une certaine durée, c'est plutôt un indicateur qu'il faut aller creuser, Ouais. puisque ça peut être très négatif. Ça peut vouloir dire que justement on n'a pas dépensé assez parce qu'on est en retard, et qu'en réalité cette dépense qui aurait dû avoir lieu à un certain moment sur une durée plus courte va peut-être avoir lieu peut-être de façon moins brutale mais sur une durée beaucoup plus longue et finalement avec une addition plus salée, sans compter évidemment les pénalités de retard qui Ouais. pourraient résulter de ce retard. Donc rien que sur la ventilation budgétaire. Très bien, donc on voit déjà que rien que sur la dimension budgétaire, déjà, il y a pas mal d'éléments d'interprétation pour faire parler la donnée. Mm. C'est ça. Et d'une autre manière aussi, alors toujours un peu dans ce contexte budgétaire peut-être, il y a un exercice qui est assez redouté enfin, de toutes les sociétés. Globalement, c'est un exercice très complexe. C'est donc la charge capacité. Donc en gros, c'est comparer la charge de travail à réaliser sur une période donnée par rapport à la capacité à produire Oui, d'une entreprise. Donc la capacité à produire, ça se mesure souvent en ETP, donc c'est des équivalents de temps plein. En gros, c'est le travail d'une personne sur un an. Et ça nous permet de voir potentiellement qu'on est en sous-effectif, en sur-effectif sur certains programmes, projets ou portefeuilles. Donc voilà, donc cet exercice-là, c'est souvent un exercice qui touche à la stratégie d'entreprise. Donc voilà, on est amené à avoir beaucoup de paramètres en jeu et des fois donc ces données sont très souvent confidentielles et parfois même politiques d'ailleurs. Et donc voilà, donc ça fait partie un peu des derniers KPI, des dernières familles de KPI que l'on va pouvoir faire en tant que PMO.
D'accord. Ouais. Donc, en fait, alors du coup, tout ça, c'est quand même relativement complexe. Est-ce que en tant que PMO, on suit directement toutes ces dimensions simultanément? Puisque est-ce qu'un PMO, par exemple, quand il est junior, eh bien, on lui confie directement, allez, vas-y, coût, délai, qualité, risque, allez, Mm. allez, vas-y, voilà. Exactement, ouais. Alors, ça, c'est une très bonne question. En effet, un PMO junior on va plutôt mettre des PMO juniors sur des aspects de gestion des délais. D'accord? Donc, si on se rappelle le triangle d'or, parce que au final, il y a peut-être un peu moins de notions à connaître avant de pouvoir piloter justement des délais. Donc, voilà, il y a la notion de planning, de planification, avance, retard, puis faire des courbes derrière, enfin Oui? des indicateurs. Un PMO un peu plus avancé va être potentiellement sur, en tout cas de l'expérience que j'ai eue, c'est ça que je pense. Un PMO plus avancé va faire de la gestion des coûts parce qu'il y a des notions financières à comprendre. Oui? Ça peut être aussi un système d'information financier à comprendre, les notions de réaliser, d'engager, etc. par rapport à un budget, notion de fournisseurs, de différentes sources à obtenir. Enfin bref, il y a pas mal de choses à Mm. comprendre. Et un PMO senior va du coup utiliser l'exhaustivité de ce triangle d'or et va faire du coup de la qualité, du coup des délais et même la gestion des risques aussi associés à ça. D'accord. Mm. Alors j'en profite pour glisser le fait que ça peut choquer les personnes de l'IT de voir que la qualité est au sommet d'un des triangles, alors que normalement, Mm. en IT, on dit plutôt périmètre, coût, délai, et au centre, la qualité, tout simplement parce que dans l'industrie logicielle, par exemple, peut faire très très facilement varier le périmètre. Mm. Bien sûr, les personnes qui nous suivent comprendront bien que ça, c'est possible quand il s'agit d'un bien immatériel ou d'un niveau de service, Mm. de livrer une partie de ce qui est prévu. Ça serait quand même plus difficile à comprendre, par exemple, pour un bateau, un avion. En principe, on s'attend à ce qu'il ait des ailes, à ce qu'il ait un certain nombre de caractéristiques, et c'est compliqué quand même de gratter sur le périmètre, me semble-t-il. C'est vrai. Tout à l'heure, oui, donc j'étais en train de te poser la question du niveau de ventilation des activités que tu peux avoir en tant que PMO, Mm. parce que ça aussi, ça peut parler en termes de maturité d'organisation. Est-ce que tu Ouais, peux nous en exactement. dire plus? Alors, hop, ici, ce qu'on voit à l'écran, en fait, c'est quelque chose que j'avais, une petite étude que j'avais faite chez un client. Et donc, du coup, l'idée, enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où on a un besoin d'analyse, alors le besoin, il peut être exprimé par un client, il peut être exprimé aussi parce qu'on a vu sur un indicateur précédent qu'il y avait un problème. Et du coup, on va aller chercher l'information, pourquoi, gratter un peu, savoir pourquoi est-ce qu'on a tel chiffre ou d'autres chiffres, voilà. Et donc, il faut savoir que dans une analyse, d'une manière générale, on passe énormément de temps à capter la donnée. Donc, on va aller faire globalement de la collecte de données, du traitement et de la mise en forme. Et des fois, ça prend quasiment la totalité du temps d'analyse. On va se retrouver sur une journée de 8 heures à faire une analyse d'une heure et passer une journée à capter la donnée. Et j'ai trouvé enfin, dans mon expérience, j'ai relevé une sorte euh, de comment dire, de relation entre la facilité à obtenir une donnée et la maturité d'une société dans le domaine de la gestion de projet. C'est-à-dire une, une entreprise plus mature va avoir tendance à avoir des données beaucoup plus simples d'accès, un système d'information qui fonctionne bien. Et du coup, pour le PMO, ça va lui laisser beaucoup plus de temps pour faire une analyse poussée sur un sujet ou un autre. Et du coup, les conclusions qui seront tirées de cette analyse seront beaucoup plus complètes et à même d'être exploitées. Voilà, D'accord. on évite les fausses pistes, quoi, Donc globalement. c'est vrai que alors du coup, c'est quand même un résultat assez intéressant de voir que le simple fait finalement de pouvoir donner de la visibilité sur la ventilation des activités des PMO eux-mêmes donne une indication du niveau de maturité de l'organisation finalement. Mm. Ça, c'est quelque chose de relativement inattendu et de finalement peut-être un petit peu contre-intuitif aussi, même si quand on y réfléchit bien, c'est logique qu'il y ait une relation. C'est pareil sur d'autres typologies de métiers qui interviennent au niveau des projets. On voit bien, c'est pareil au niveau même ne serait-ce que des ouvriers spécialisés, Mm. qu'il y a des cibles en termes de ventilation d'activité et qu'il est évident que c'est ce qui a donné lieu à des tentatives de type Lean ou autre, que si l'ouvrier spécialisé passe son temps à arpenter les couloirs pour aller chercher un boulon, évidemment, c'est moins efficace que quand il y a d'autres mécanismes qui ont été déjà Mm. processés avant. Donc, le mot processus est quand même assez important. Et Exactement. là, c'est pareil. On voit bien que c'est aussi la notion on va dire, d'automatisation à la fois humaine, entre guillemets, et aussi d'automatisation au sens outil, qui vont augmenter l'efficacité du PMO, mais Mm. également être le reflet
d'une maturité de l'organisation. Exactement. On voit Comme tu que, dis, le process, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que au final, pour tirer des indicateurs, c'est important en fait d'avoir des process qui soient solides, oui, que chaque personne fasse la tâche qui lui est attribuée pour pouvoir derrière avoir de la donnée qui est bien plus qualitative et derrière voilà, en tirer des conclusions qui sont enfin, les meilleures possibles, quoi. Ouais, t'as d'accord. raison. Oui, c'est vrai que Mm. cette dimension, je vais chercher l'information, elle paraît extrêmement triviale. Finalement, on dit, bah, il suffit de demander. Mm. Bon, je pense que tout le monde sait qu'il ne suffit pas toujours de demander pour obtenir les choses, d'une part. Et d'autre part, en plus, quand l'interlocuteur n'est pas forcément convaincu que ça lui rapporte quelque chose, il y a peut-être un petit travail humain à faire derrière Ouais. pour convaincre justement de la valeur ajoutée que ça peut avoir justement de mettre en place un certain nombre de push d'informations Ouais, pour justement éviter qu'il soit dérangé toutes les 5 minutes aussi pour donner ces informations. clairement. Euh, je sais que tu es ingénieur généraliste de formation. Si je devais embaucher des PMO, par exemple, quelles seraient les compétences, les qualités qui te paraîtraient les plus discriminantes? À qui c'est destiné finalement ce métier? Alors, ben, pour moi, ce métier-là, il est, enfin, un des aspects vraiment essentiels, c'est l'aisance relationnelle. Vraiment pour moi, enfin, c'est quelque chose qui est extrêmement important. J'en ai parlé tout à l'heure. Potentiellement, on peut être amené un matin à travailler avec un directeur, puis un technicien, un chef de projet, un chef de service, etc. Donc, c'est vraiment important de savoir s'exprimer, savoir comprendre aussi les enjeux de chaque métier, de chaque interlocuteur. Voilà, de se sentir à l'aise aussi pour présenter les données, du coup, par exemple, les résultats d'analyse qu'on a fournis. Voilà, pour moi, c'est la qualité essentielle. Ensuite, je pense que c'est important d'être curieux dans ce métier-là. Curieux parce qu'il faut savoir comprendre l'enjeu de la société, d'une manière générale, que fait la société, l'enjeu du projet sur lequel on est affecté. Quel est l'enjeu du projet et du coup quels sont les enjeux de enfin, chacun des métiers qui permettent de réaliser derrière un projet. Ça c'est très important et c'est important d'être curieux aussi pour pouvoir expliquer à la personne à qui on va aller demander de l'information pourquoi on lui demande l'information en fait. Parce que lui forcément chercher l'information c'est du temps qu'il va Oui, perdre et c'est important de donner l'information enfin le pourquoi en gros. C'est vraiment oui, important de pouvoir donner le pourquoi pour chaque personne. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Quel est l'objectif et pourquoi ça va t'améliorer ton quotidien demain, par exemple. oui. Et ensuite, une dernière chose peut-être, c'est l'autonomie. Un PMO doit être autonome parce qu'il travaille souvent sur des sujets en étant seul. Et derrière, voilà, il va aller afficher ses données, mais il faut savoir être tenace aussi pour aller récupérer de la donnée à droite à gauche. Voilà, ça serait le troisième pour moi, la troisième qualité essentielle. D'accord. En tout cas, oui, on voit aussi qu'il y a une forte compétence, en tout cas en termes de capacité à monter en compétence sur des outils. Mm. Donc, il faut quand même avoir l'esprit ouvert et être capable de se former ou de vouloir se former. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a quand même un paradoxe sur ce métier, c'est que finalement, tu parles et tu parles à tout le monde, tu fréquentes tout le monde, mais il y a une certaine forme de solitude puisque la phase de consolidation, la phase outil, tu es quand même relativement solitaire. C'est-à-dire que même C'est vrai. s'il y a plusieurs PMO avec toi, Mm. c'est pas eux qui vont eux-mêmes pondre tes indicateurs C'est vrai. et faire les différents choix et faire parler la donnée à ta place. Je crois que tu as passé donc des certifications, je l'ai dit au début. Tu as passé avec succès la certification PMP notamment, qui traduit une certaine expérience dans le management de projet, ainsi que le Lean Six Sigma Green Belt. Est-ce que quelque part ça te sert à quelque chose? Est-ce que tu penses que ça sert à quelque chose, même si ce n'est pas un prérequis indispensable Mm. pour devenir PMO? Alors pour moi, le PMI, alors on n'apprend pas la gestion de projet avec le PMI. Par contre, on apprend un vocabulaire, une base qui nous sert finalement de langage commun en fait concernant la gestion de projet. Donc en fait le fait de passer le PMI, ça va pouvoir enfin, fluidifier la communication avec les différents interlocuteurs dans un projet d'une manière générale. Et pour moi c'est la force principale de cette certification quand on va parler de gestion des achats, gestion des ressources, gestion des délais, gestion des coûts. C'est vraiment quelque chose ou la qualité, c'est vraiment quelque chose voilà qui va nous permettre d'avoir un référentiel commun. Euh, Ça, c'est pour le PMI. Concernant le Lean Six Sigma, donc du coup, ça, je trouve que c'est vraiment enfin, donc, du coup, c'est une méthode de résolution de problèmes. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant
Donc j'ai fait un projet donc sous forme DMAIC. DMAIC, vous voyez à l'écran, c'est du coup définir. Donc en fait, c'est un projet qui se fait en 5 phases. Donc la première, ça sera de définir le problème, ensuite le mesurer, l'analyser, innover, donc trouver des solutions pour améliorer le problème, voire le tuer complètement, le problème. Et ensuite, cette phase la plus importante, contrôler, faire en sorte que ces problèmes-là ne réapparaissent plus dans le futur. Et donc, dans l'industrie, en fait, c'est extrêmement utilisé plutôt dans les problématiques de production en usine. Ça a été mis du coup aussi au bout du jour dans les bureaux d'études, par exemple, avec voilà, dans la méthode, enfin, dans les secteurs tertiaires. Oui, Et en fait, je pense que ouais, ça peut être amené aussi à être connu dans d'autres secteurs, comme bah, par exemple l'informatique, pourquoi pas, parce que c'est vraiment une méthode qui permet d'être très, en tout cas, d'avoir une approche extrêmement pragmatique et de prendre des bonnes décisions, plutôt que fonctionner à l'instant en se disant on a un problème, bah, ça doit être ça. Allez, on met tous nos plans d'action pour résoudre enfin, la chose que un tel a pointé, et au final, on se retrouve avec le même problème en sortie. Et ce problème-là, enfin cette méthode-là, en tout cas, pour moi, permet justement de réduire cette marge d'erreur. Voilà. d'accord. Effectivement, dans le Six Sigma, enfin dans le Lean Six Sigma, à l'origine, hein, je rappelle pour ceux qui nous suivent que c'était conçu pour essayer d'avoir une meilleure approche de standardisation dans l'industrie et donc tout ce qui va avec, à savoir la prévention de l'apparition d'erreurs ou de défauts. Et donc ça suppose forcément d'examiner les causes racines dès qu'on avait finalement des choses qui se passaient mal, malgré les différentes mesures préventives. Donc ça a donné lieu à des tas d'outils qu'on utilise aussi de façon transverse dans l'IT, Mm. comme la VSM, hein, le Value Stream Mapping, les RCA, donc Root Cause Analysis, etc. C'est quand même quelque chose qui est transposable. Ouais. Donc si finalement je résume un petit peu, le PMO donc, est un métier extrêmement complet qui se distingue vraiment du chef de projet opérationnel, puisqu'il est à la fois une espèce de pilote de projet ou de portefeuille qui va à la fois chercher les données pertinentes, s'arranger en tout cas pour qu'elles arrivent jusqu'à lui, et des fois automatiser cela, garantir leur qualité, donc notamment la mise en format, la date, parfois avec des outils qu'il va falloir s'approprier ou sur lesquels il va falloir paramétrer des éléments, les organiser en indicateurs pour pouvoir faire parler ces données, comme on dit, en tout cas leur donner un sens et une pertinence, et constituer globalement un ensemble d'outils d'aide à la décision. Et ce qui est important, c'est de constater que c'est à la fois sur du prévisionnel, à la fois sur du pilotage actualisé proche du temps réel finalement, puisque tu pointais tout à l'heure la difficulté de prendre des décisions sur des informations qui étaient déjà trop datées Mm. ou qui étaient hétérogènes du point de vue des dates, mais également donc du point de vue post-mortem d'un projet à des fins d'analyse et notamment d'amélioration continue. Je ne sais pas si nous avons des questions. On a une question Oui, Ok. qui arrive. Alors oui, on a une question dans le chat. Alors attends, est-ce que tu peux te tourner un petit peu l'écran que je puisse la voir? Voilà. Alors, toutes nos excuses. Alors, la question, euh, dans ton expérience, Frédéric, à quel moment intervient un PMO spécialisé dans le risque, maturité de l'organisation, taille, type de projet? Et deuxième question, que se passe-t-il lorsque les datas partagées lors d'un COMEX sont des datas faisant référence à des données d'il y a 3 mois ou plus? Hmm. Très bonne question. Alors, sur le premier volet, les risques. Les risques, alors moi, j'ai plutôt évolué du coup dans, Tian le disait tout à l'heure, dans le domaine de l'aéronautique, aujourd'hui les télécoms, un peu de la défense. Pour moi, la gestion des risques se fait énormément dans les secteurs
financiers globalement. Donc, secteur bancaire, par exemple, là, c'est extrêmement important c'est des risques associés, des risques financiers en fait. Savoir si on investit dans telle solution, est-ce qu'on aura un retour, un retour qui sera bon? Est-ce qu'on risque pas de perdre, est-ce qu'on risque pas de perdre au final tout notre investissement en investissant dans telle chose? Après, la notion de risque, alors il y a carrément ouais, des PMO qui sont associés au risque, PMO risque. Enfin, moi, j'ai pu, par exemple, dans mon expérience, faire des plans de risque, notamment dans mon projet DMAIC, là, on parlait, le Lean Sigma. C'est important de gérer les risques associés à un projet, donc potentiellement un risque, qu'est-ce qui peut se passer, par exemple, si on n'arrive pas à obtenir telle solution, si tel interlocuteur ne fait pas le travail qu'on souhaiterait qu'il fasse. Quel est le plan B en fait? Et à ce moment-là, pour un projet, c'est assez important de savoir, enfin, en fait, d'anticiper les problématiques qu'on peut rencontrer. Donc après, la gestion des risques pour moi intervient la plupart du temps dans des gros projets, des projets complexes. Donc on en a parlé, que ce soit 100 personnes, 100 millions d'euros. C'est vraiment important de suivre ces risques-là parce que en fait, ça peut faire perdre énormément d'argent. Donc voilà, ce que je peux dire risque. Donc il y a un métier vraiment spécifique PMO risque, il y a des risk managers aussi, mais d'une manière générale dans l'industrie, les gros projets, on va aller faire du pilotage des risques. Et à ce moment-là, voilà, on est vraiment main dans la main avec le responsable de projet et le responsable de programme. Oui, si je peux me permettre de compléter aussi sur Mm. la partie risque. Alors, ça dépend de la taille du projet, de sa nature et puis de son financement également. Mm. Et il peut y avoir effectivement des gens qui sont en pleine responsabilité uniquement sur cette dimension. Donc, des risk managers qui sont parfois sur des niveaux vraiment très élevés d'un point de vue managérial, avec un niveau de prérogative vraiment très élevé et qui travaillent aussi main dans la main à la fois avec les PMO, qu'il s'agisse d'un bureau ou qu'il s'agisse de PMO en termes de personnes physiques, mais également avec des responsables qualité, notamment quand il y a des enjeux de normes ou de certification. Et donc, la notion de risque, elle est souvent, il va y avoir, on va dire, une personne chapeau qui va être responsable de ça, mais le PMO fera partie des différentes composantes qui vont parfois être soit en lead sur certains sujets, soit simplement en exécution, entre guillemets, de certains aspects de ce management du risque. Donc, ça dépend, c'est quand même une dimension très, très variable. Ouais. Je te laisse répondre à la deuxième question. Qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve avec des données d'il y a 3 mois Ouais. dans un COMEX? Alors, bah, c'est compliqué, hein, ces situations. Alors, soit personne ne dit rien au COMEX et chacun rentre chez soi avec des informations faussées, soit quelqu'un lève le doigt en disant, bon, bah, je suis désolé, mais là, on touche quelque chose. La donnée n'est pas à jour. Pas de bol. En fait, on vient de passer 1 heure sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Regardez, j'ai les vrais chiffres en live là. Et ben, en fait, on n'y est pas du tout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement problématique. Donc c'est pour pallier justement à ce genre de problème-là. On en a parlé tout à l'heure, mais donc globalement, pour pallier à ce problème-là, on peut avoir une armée de PMO du coup et des systèmes d'information performants, mettre en place des ERP, donc entreprise ressources planning, c'est en gros les outils de planification dont je parlais tout à l'heure avec Planisware, Primavera, qui sont assez solides. On peut faire en sorte en fait d'aller éduquer les opérationnels à utiliser cet outil-là et pour faire en sorte de mettre en place une routine de mise à jour de la donnée. Et en fait, en gros, pour pallier à ce problème-là, c'est les processus qui doivent être respectés. Il faut écrire un processus, qui fait quoi, à quel moment, et si tout le monde respecte ce processus-là, normalement, on ne se retrouve pas dans le cas où en COMEX, on a des chiffres qui datent de 3 mois. Et Oui, en tout cas, ça fait partie finalement d'une des valeurs ajoutées pour nos clients du PMO, c'est justement de garantir qu'il y ait des données qui soient vraiment exploitables mm, au bout. Donc peut-être qu'à l'arrivée, ça peut arriver au tout début, en début de mission, mais finalement, en principe, l'une des valeurs ajoutées du PMO, c'est justement de garantir cet aspect-là. exactement. Ouais. Donc oui, oui, tout à fait. Donc après, Donc ça sur la passe. Ouais. partie, sur cette partie-là, il y a la partie automatisation aussi, puisque bon, on va chercher au début les choses à la main. Mm. Après, on s'arrange pour qu'il y ait du push qui se fasse de façon automatique. Et dans la phase intermédiaire, on met en place aussi de l'alerting, qu'il soit humain ou qu'il soit automatisé, pour déjà surveiller et savoir si vraiment les choses se passent correctement par rapport à la cible, par rapport à l'objectif Ouais. donné. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci infiniment, Frédéric, Merci, Jeanne. de nous avoir fait partager ton expertise, hein. Je rappelle que Frédéric Camuso donc, est PMO senior, voire expert, qui est surtout issu du monde de l'industrie, actuellement chez AFD Tech depuis plus d'1 an et demi dans le secteur télécom, et qui nous a fait partager aujourd'hui
un zoom sur son métier qui est le métier de Project Management Officer. Merci à tous et j'espère à une prochaine fois très rapidement. Merci à tout le monde. Merci.